Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Vous m'entendez bien, Arnaud, c'est bon? Super. Bon. Impec. Je suis ravie avec Arnaud d'introduire ce webinaire et merci aussi à Sylvain et à toutes les équipes de l'Institut 410 pour ce troisième webinaire tout attendu de rendez-vous droit du travail, donc le numéro 3 depuis le début de cette année. Donc maintenant vous êtes rodés, hein, c'est un séminaire qui se veut aussi interactif. Vous connaissez tous Arnaud qui est notre intervenant d'un expert en droit du travail, donc n'hésitez pas à lui poser toutes les questions. Il sera à votre disposition pour y répondre et il le fera avec grand plaisir. Donc, on est vraiment très heureux de continuer à vous parler de l'actualité du droit du travail. On recommencera en 2024. Hein, j'en profite, Arnaud, pour annoncer qu'en 2024, on continuera ces rendez-vous qui vous plaisent, puisqu'effectivement, vous êtes toujours très nombreux à participer avec nous et on vous en remercie. Hein. On est quasiment 130 connectés aujourd'hui, donc déjà, merci beaucoup de vous connecter. Et puis, vous êtes aussi connectés après en replay, hein, puisque nous mettons à disposition aussi en replay ces webinaires, donc ils sont toujours gratuits et on y tient aussi beaucoup dans le cadre de notre offre de service. Hein, notre expertise en droit du travail est précieuse et je remercie vraiment Arnaud de pouvoir vous faire profiter de son expérience pendant une petite heure. Arnaud, c'est ça, hein, C'est une ça, petite heure. Voilà. effectivement, complètement. Donc, Sylvain, merci aussi. Et donc, sans attendre, je vous laisse la parole et à plus tard et bon webinaire. Merci. Alors Arnaud, tu commences? Parfait, oui, parfait. Bon, Donc, effectivement, je vais démarrer. Je crois qu'on n'a jamais été aussi nombreux, hein, Sylvain. C'est les chiffres que tu donnais, je crois, hein, alors on est n'est-ce plus de pas? 200 inscrits, 134 Ah ben connectés ouais, maintenant. Et 280. effectivement, on a énormément de vues, comme vous le disiez, Elodie, en replay aussi. Hein, donc c'est un c'est ça. événement qui fonctionne bien, qui est attendu. Donc on est ravis et en fait Ouais. content que ça remplisse à vos interrogations et que ça réponde à vos besoins. Vas-y Arnaud, du coup tu Alors, peux. l'objectif, effectivement, de ce webinaire, je dirais comme tous les webinaires hein, qu'on a depuis le début de l'année, c'est contribuer à la veille en droit du travail au travers un tour d'horizon des actualités, qu'elles soient jurisprudentielles, qu'elles soient légales ou qu'elles soient conventionnelles. Donc, quel est le programme? Donc, le programme est assez riche parce qu'il s'est passé pas mal de choses cet été et jusqu'à juste avant-hier. Hein, vous aurez les actualités même d'avant-hier. Voilà. Donc, 4 points qui vont nous intéresser. Une actualité jurisprudentielle. Faut toujours regarder les arrêts de la Cour de cassation pendant l'été. Hein, il y a parfois des surprises. La loi sur la réforme des retraites. Donc, nous, on va faire un focus sur la retraite progressive. Alors, je profiterai de cette occasion pour évoquer les dispositions conventionnelles qui concernent les fins de carrière. Hein, ça peut toujours être intéressant. On abordera les lois et décrets de l'été, hein, comme je vous le disais, donc pas mal de choses, par exemple sur le congé effectivement d'adoption, par exemple sur la protection des enfants de familles d'enfants malades, etc., etc. Et puis on abordera le projet de loi plein emploi, hein, qui est toujours un projet, mais qui a été adopté par l'Assemblée nationale le 14 novembre. Dans un premier temps, je vous propose de démarrer par des actualités jurisprudentielles. Hein, donc, effectivement, c'est une valse à 5 temps, puisqu'on abordera 5 aspects. On abordera tout ce qui touche l'organisation de l'AEA et de l'entretien professionnel. On abordera l'attribution des tickets restaurants lors des demi-journées travaillées avec des précisions intéressantes de la Cour de cassation. La convocation d'un salarié à l'entretien préalable avec ce fameux délai de 5 jours ouvrables, à partir de quand il part. Hein, on verra qu'il y a eu un arrêt. Et enfin, on abordera ce qui se passe en cas de non-respect de la durée maximale de travail par l'agent. Alors, vous pouvez poser vos questions grâce à. Vous avez une petite icône QR. Hein, vous utilisez cette petite icône pour pouvoir poser vos questions. Mathilde, qui est en back-office, les centralisera et on pourra ensuite y répondre à la fin du webinaire. Bien, donc on va démarrer, Sylvain, si tu en es d'accord, par la première thématique de jurisprudence sur l'entretien professionnel et l'entretien d'évaluation. Alors, je pense que tu vois la slide, Arnaud. Oui, tout à fait. Donc on va démarrer par un petit sondage. Alors, le petit sondage que je vais vous projeter tout de suite. Donc, Arnaud, selon la jurisprudence récente, l'entretien professionnel et l'entretien d'évaluation peuvent-ils être réalisés
les mêmes jours. Donc, on va poser la question à nos auditeurs. Donc, je vais vous projeter tout de suite un petit sondage que vous devriez voir apparaître à l'écran et on vous laisse quelques petites secondes pour y répondre. Voilà. Oui ou non, selon la jurisprudence récente, l'entretien professionnel et l'entretien d'évaluation peuvent-ils être réalisés le même jour? Quelques petites secondes. Voilà. Moi, j'ai les résultats, mais Arnaud, tu veux que je les publie tout de suite? Complètement. Alors, je vais afficher les résultats. 78% de oui, Alors, 22% de non. Est-ce que tout le monde voit les résultats? En tout cas, je vous les donne à l'oral si vous ne les voyez pas. bon, Est-ce est-ce que qu'ils peuvent tu... être faits le même jour? Je sais que c'est une pratique qu'on a couramment dans les organismes où effectivement ils sont faits effectivement le même jour. Alors, ce qui m'intéresse, avant de vous donner la réponse, faire durer un petit peu, avant de vous donner effectivement la réponse, je vais vous donner un petit peu ce que disait le pourvoi à la Cour de cassation. Donc, le pourvoi, c'est ceux qui ne sont pas d'accord avec la décision qui est donnée par la Cour d'appel. Le pourvoi a été fait par un CSE et 2 syndicats de salariés. Et il disait que l'entretien professionnel ne doit pas porter sur l'évaluation du salarié. Donc l'entretien professionnel et l'entretien d'évaluation doivent avoir lieu à des dates différentes. C'est ce que disait effectivement le syndicat, les 2 syndicats de salariés. Donc là, on va voir vraiment ce qu'a répondu la Cour de cassation. Est-ce qu'elle a retenu les arguments effectivement du CSE et des syndicats de salariés? Alors, je vais te... Ça arrive tout de suite. Voilà. Voilà, donc, eh ben non, elle n'a pas retenu effectivement leur argument. Les 2 entretiens, effectivement, peuvent être organisés le même jour, à condition, bien sûr, qu'ils soient distincts l'un de l'autre. Donc, ce qui est très important, c'est qu'ils soient distincts. Donc, je rappelle que l'entretien d'évaluation porte notamment sur la tenue du poste et sur l'évaluation. Et l'entretien professionnel, qui est un objectif différent, porte plutôt sur, par exemple, les perspectives d'évolution professionnelle. Donc, clairement, oui, vous pouvez faire un EAEA et un entretien professionnel le même jour. Hein, c'est bien ce que nous a dit la Cour de cassation, à condition, bien sûr, et ça c'est vraiment important, qu'ils soient séparés. Donc on prend un café entre l'entretien professionnel et l'entretien d'évaluation, on propose 2 écrits différents, donc tout va bien pour les organismes qui pratiquent de cette façon. Voilà pour cette première jurisprudence. Je ne sais pas si voilà. Donc maintenant, on va prendre une deuxième jurisprudence qui est vraiment intéressante parce que c'est un arrêt institutionnel. Donc c'est un organisme effectivement de sécurité sociale qui a été concerné. Donc la problématique, si vous voulez, était la suivante. On était sur un salarié qui travaille à temps plein, qui travaillait effectivement 36 heures par semaine et qui travaillait donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, toute la journée, mais qui travaillait que le vendredi matin. Hein, enfin, il travaillait le vendredi. Voilà. Et la problématique était la suivante. Pour un salarié qui travaille uniquement une demi-journée, par exemple le vendredi, est-ce qu'on doit lui attribuer les tickets restaurants? Voilà, c'est une vraie question. Alors, pour bien comprendre la décision effectivement de la Cour de cassation, je vais un petit peu vous parler un petit peu de quel est le contexte. Alors, le contexte est le suivant. On avait une plage variable qui démarrait à donc 7h30. Voilà, donc la plage variable était de 7h30 à 9h15 le matin et la plage fixe était de 9h15 à 11h15. C'est-à-dire, pour être très concret, le salarié effectivement qui démarrait à 7h30, qui faisait uniquement cette demi-journée le vendredi matin, terminait au plus tôt pendant la plage variable, qui était à 11h30. C'est-à-dire que finalement, le repas est compris dans son horaire de travail journalier. Donc la Cour de cassation a été extrêmement claire sur ce point, c'est que dès lors que ces horaires de travail recoupaient nécessairement la pause déjeuner, ça aurait été différent si c'était 3 heures le vendredi matin, qu'il aurait terminé à 11h15. Mais dès lors que ça recoupait la pause de déjeuner, c'est extrêmement clair, les tickets restaurants sont dus, peu importe, et je lis ce que dit effectivement la Cour de cassation, peu importe s'il prenait réellement son repas dans son horaire de travail journalier. Hein, donc ça, c'est effectivement un point important. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, parce que je sais que c'est un point qui est souvent dans les organismes, qui est souvent discuté. Est-ce que, je ne sais pas, vous pouvez vous exprimer au travers le QR, hein, par exemple. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir en lien l'arrêt de la Cour de cassation dans le diapo qu'on va envoyer?
on va attendre que les personnes répondent à Arnaud. Ouais, on va Mais répondre. Je pense que oui, hein. Oui, il y a des oui, oui. pouces levés. Il y a des pouces levés. Donc, Ouais, clairement, vous aurez il nous effectivement demande de l'arrêt. ce, On ce lien mettra vers l'arrêt. cet arrêt hein, qui me paraît particulièrement important parce que c'est un sujet effectivement très discuté. Donc, voilà sur ce deuxième arrêt. Donc, on va prendre maintenant un sujet totalement différent, un troisième arrêt de la Cour de cassation. Sylvain, si tu en es d'accord. Eh C'est ben, le j'en suis parfaitement d'accord, Arnaud. c'est la convocation d'un salarié à l'entretien préalable. Comme vous le savez, en cas de licenciement, je cite ce que dit le Code du travail, le salarié doit être convoqué à un entretien préalable qui doit avoir lieu au moins 5 jours ouvrables avant la tenue de celui-ci. Donc c'est 5 jours ouvrables, effectivement, avant la tenue de celui-ci. Voilà. Donc la problématique est la suivante. Est-ce que ces 5 jours ouvrables partent, je dirais, de la présentation du courrier, donc de la réception de l'accusé de réception, où est-ce que ces 5 jours partent du moment où le salarié va chercher la lettre? Alors c'est important parce que dans ces cas-là, il y a un vice de procédure. Alors je vous explique, pour être très très clair et pour être le plus clair possible, cette lettre a été présentée le 12 janvier 2018. Le salarié effectivement était absent. Il l'a réceptionné, il a été le chercher effectivement à la poste que le 22 janvier 2018. Et il se trouve que l'entretien préalable s'est déroulé le 24 janvier. Donc, c'est-à-dire moins de 5 jours ouvrables avant le 22 janvier. Mais il avait reçu le 12 janvier. Hein. Je vous rappelle que les jours ouvrables, pour être le plus précis possible, c'est tous les jours de la semaine qui peuvent être légalement travaillés. Donc, à l'exception, bien sûr, des dimanches et des jours fériés. Donc, pour une semaine normale, par exemple, on a 6 jours ouvrables s'il n'y a pas de jours fériés. Voilà. Alors, la Cour de cassation était extrêmement claire, et là, on est vraiment sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation, c'est vraiment intéressant en la matière, c'est que le délai de 5 jours court le lendemain de la première présentation du courrier, que le salarié vienne ou pas chercher le courrier. Donc, comme il avait reçu, il a été présenté à son domicile le 12 janvier 2018, le délai part du 13 janvier, pour être le plus précis possible, même s'il va le chercher effectivement le 22 janvier. Donc, il n'y a aucun souci à la matière. Ce qui va compter, c'est la présentation à domicile. Voilà. Ça évite, par exemple, que quand le salarié effectivement ne va pas chercher effectivement le courrier, eh ben, ça évite effectivement ça évite dans ces cas-là effectivement qu'il y ait un vice de procédure. Voilà. On va continuer si vous êtes d'accord. J'avais une première question. Et effectivement, sur la plage fixe, est-ce qu'il y a un droit au TR s'il n'y a pas de plage fixe? Eh ben, tout dépend le nombre. Dans ces cas-là, on peut estimer que oui, mais il faudrait voir la situation de manière plus précise, si vous voulez. Si tu travailles pas ce jour-là, évidemment que non. Hein. Alors ensuite, il y avait une deuxième question. Besoin surtout d'avoir des recommandations pour la rédaction de nos contrats à temps partiel avec cette jurisprudence, que ça nous implique, car cela implique avec nos accords d'horaires variables d'accorder l'octroi d'un TR pour chaque demi-journée travaillée. Alors, sur la rédaction des contrats à temps partiel, je rappelle qu'il n'y a pas forcément les horaires qui sont indiqués dans les contrats à temps partiel, mais si le temps partiel est sur la semaine, parce qu'il peut être sur le mois ou la semaine, si le temps partiel est sur la semaine, il y a la répartition par jour. D'accord? L'obligation légale qu'on a, c'est une répartition par jour. Hein. Donc, voyez si vous allez plus loin dans ces cas-là, dans vos contrats à temps partiel, et si vous dites, par exemple, qu'il faut absolument, par exemple, dans le cas là, concerné, on pourrait très bien indiquer, par exemple, qu'il faut absolument que la journée se termine, par exemple, à 11h15. Hein, si la plage, effectivement, fixe se termine à 11h15. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on peut en dire. Donc, on peut effectivement continuer après. Voilà. La preuve de la faute. Alors, sujet extrêmement passionnant. Parce que cette preuve de la faute, il y a eu cet arrêt effectivement du 12 septembre 2023, donc un arrêt relativement effectivement récent. Alors je rappelle un petit peu le contexte hein, qui me paraît extrêmement intéressant. C'était la pratique du client mystère. Alors ça se passait dans un restaurant. Voilà, dans un restaurant et dans ce restaurant, l'employeur, donc c'est une chaîne de restaurants assez connue, que je ne citerai pas, mais c'est une chaîne de restaurants assez connue. L'employeur effectivement avait, mis en place avait mis en place un système de clients mystères. C'est-à-dire, pour être très précis, des clients venaient déjeuner au restaurant et puis après demandaient l'addition. Et il se trouvait qu'il a été voir effectivement une personne qui a ensuite, par la suite, été sanctionnée, qui était voir un salarié. Comme par hasard, aucun ticket de caisse, hein, voilà, aucun ticket de caisse avait été remis après l'encaissement de la somme demandée. Donc,
À partir de là, effectivement, eh ben, donc il y a eu une sanction disciplinaire pour l'agent qui a contesté en disant qu'il n'avait pas été informé du dispositif, qu'il ne savait pas le jour concerné, etc. Alors, ce qui est important, quand le salarié est informé, cette technique peut être utilisée. Alors, la Cour de cassation n'a pas retenu ce que disait l'avocat de ce salarié. La Cour de cassation a donné raison à l'employeur, tout simplement parce qu'il y avait un principe de loyauté que l'employeur avait respecté. Premièrement, l'employeur avait informé le CSE et deuxièmement, il avait mis une note d'information en disant que sur une période donnée, alors il n'y avait pas forcément les jours, mais sur une période donnée, il pourrait y avoir la pratique du client mystère. Donc, dès lors que vous avez une information du CSE, dès lors que vous avez bien sûr une information des agents concernés via une note, il est possible de faire appel à ce genre de choses. Alors bon, c'est intéressant parce que c'est un client mystère, mais bon, au-delà du client mystère, c'est tout mécanisme de contrôle des salariés, hein. C'est ça qu'il faut retenir en fait, hein. Donc la Cour de cassation réaffirme l'obligation de loyauté. Voilà, donc on peut continuer. Sylvain, si tu en es d'accord. On va Voilà. passer à un petit sondage. Donc, la loi fixe la fait. durée maximale du travail pour protéger la santé et la sécurité des salariés. Mais quelle est la durée maximale du travail par jour selon vous? On va vous poser la question tout de suite. Donc, même principe que tout à l'heure, vous devez avoir un petit sondage qui s'affiche à l'écran. Donc, on vous laisse quelques secondes pour y répondre rapidement. Voilà. Alors, je crois qu'on a quand même pas mal de bonnes réponses. Si je ne m'abuse, Arnaud, je ne sais pas si tu vois les résultats. En tout cas, on est à 84% pour 10 heures, 14% pour 12 heures, 2% pour 8 heures et personne n'a répondu 9 heures. Alors, la durée maximale légale, je dis bien la durée maximale légale, est de 10 heures par jour. 10 heures par jour. On parle bien de durée maximale légale, c'est-à-dire rien n'empêche un organisme, par un accord d'entreprise agréé, hein, la sécurité sociale, il faut que ça soit, il y a un système d'agrément qui existe, de prévoir une durée plus importante pour des raisons particulières, si vous voulez. D'accord? Mais encore faut-il effectivement qu'il soit tout à fait agréé. Mais effectivement, la durée maximale légale est de 10 heures par jour, donc également 48 heures par semaine et 44 heures sur 2 semaines, sauf, je répète, accord d'entreprise différent. Donc le problème est de savoir, c'est quand cette durée maximale légale est dépassée, que se passe-t-il? C'est ce qu'on va voir maintenant, n'est-ce pas Sylvain? Eh bien, tout de suite. Donc, le focus, c'est ça, sur le décret du 10 août 2023. Voilà. Et non, un petit bug, Arnaud. Donc, je ne sais pas ce que tu... Alors, donc là, effectivement, il y a un petit souci, mais je vais quand même vous répondre, hein. Oui. C'est un arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2023 qu'on vous fournira. C'est un arrêt de la Cour de cassation qui est absolument clair sur la question. Dès lors que la durée maximale légale de travail est dépassée par jour, clairement, il doit y avoir réparation. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à noter, hein. On n'a pas le salarié n'a pas à démontrer de préjudice particulier, hein. C'est un arrêt de la Cour de cassation pour être précis du 11 mai 2023. Soyons précis, 11 mai effectivement 2023. Donc c'est dans le cas d'une pharmacie, une préparatrice en pharmacie, mais qu'importe le sujet. Voilà, il y a réparation. Il faut être extrêmement vigilant sur le non-dépassement de cette durée de 10 heures. Ça, c'est vraiment une vigilance effectivement à avoir, parce que même s'il n'a pas de dommage, il y a un système il n'a pas à démontrer un dommage, c'est ça qui est vraiment important. Voilà, j'ai fini sur les jurisprudences. Alors peut-être on peut s'arrêter une petite minute ou 2 minutes, voir s'il y a des questions là-dessus. Donc pas vraiment de questions, enfin moi personnellement, je n'en vois pas. Voilà, donc ce que je vous propose peut-être, c'est continuer. J'en ai fini avec la jurisprudence. On va Ouais, pas- aborder la deuxième thématique, qui est le décret du 10 août 2023 relative à la retraite progressive. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a une loi effectivement sur la réforme des retraites et qu'il y a une multitude de décrets qui ont été pris, il y en a encore à venir. Et ce qui va, moi, m'intéresser, c'est la retraite progressive qui nous atteint directement en tant qu'organisme de sécurité sociale. Donc avant peut-être de démarrer, je propose de faire un petit sondage. Et oui, et on va vous poser la question suivante. Donc, sous réserve de durée de cotisation, à quel âge minimum un assuré né à compter du 1er janvier 1968 peut-il solliciter la retraite progressive? Alors, avant de vous envoyer le sondage, je vais vous faire apparaître la slide et vous allez pouvoir
vous exprimer tout de suite. Normalement, vous avez le petit encart qui vient d'apparaître. 1 an, 2 ans, 4 ans avant l'âge de la retraite. Quelques petites secondes. Alors, 6% 1 an, 84% 2 ans et on est passé à 83% 2 ans, ça vient de baisser, et 9% sur 4 ans, Arnaud. Voilà. Alors, quand on parle de la retraite, c'est l'âge légal de la retraite. Pardon, on aurait dû effectivement le préciser, qui a effectivement évolué, comme vous le savez, puisqu'il est progressivement porté à 64 ans. Il est porté de 62 à 64 ans. Donc, on parle bien d'âge légal de la retraite. Alors, juste avant que je réponde, je vois qu'il y a par exemple des personnes qui lèvent la main. Ne levez pas la main, en fait, répondez, allez directement dans QR. Et si vous avez des questions, posez-les dans QR. Il n'y a pas de problème, on y répond. Donc, la réponse est extrêmement claire, effectivement, sur ce sujet, c'est bien 2 ans. Donc là encore, la majorité a toujours raison. Donc on va être un petit peu plus précis maintenant dans la diapositive suivante. On va être un petit peu plus précis sur cette question par rapport à l'âge de la retraite progressive, Sylvain. Voilà, comme il est indiqué, la retraite progressive reste accessible 2 ans avant la retraite. Donc cet âge sera progressivement relevé. Parce que comme l'âge légal de la retraite est relevé, je parle bien d'âge légal, d'accord? Et bien, progressivement, effectivement, on a un report de la retraite progressive. Alors, c'est ce qu'on va voir dans le tableau suivant. Voilà. Donc, effectivement, sur le tableau suivant, comme vous pouvez le constater, l'âge de la retraite progressive sera progressivement, va passer de 60 à 62 ans. D'accord? Progressivement. Donc, à partir des personnes qui sont nées à partir du 1er janvier 68, donc plus âgées à partir du 1er janvier 68, ça sera 62 ans pour la retraite progressive. Mais attention, il y a d'autres conditions. C'est ce qu'on va voir effectivement maintenant. L'âge de 60, 61 ans, 62 ans ne suffit pas. Il y a toujours eu cette durée minimale d'assurance ou une période équivalente de 150 trimestres. Donc, il faut au moins, effectivement, 150 trimestres d'assurance pour avoir droit à la retraite progressive. Alors, la grande nouveauté, outre le report de l'âge de retraite progressive, c'est l'encadrement du refus de l'employeur. L'employeur avant pouvait refuser pour nécessité de service, etc. Maintenant, tout a changé. Comme on va le voir, puisque un employeur, écoutez bien, ça va pas être évident à démontrer par les organismes dans la vraie vie, d'autant qu'on a peu de jurisprudence sur la question, c'est que vous ne pouvez refuser, vous avez 2 mois pour répondre effectivement au salarié, donc le salarié doit s'y prendre 2 mois avant pour la retraite progressive. Vous avez effectivement, vous pouvez refuser que, je cite, si la durée de travail souhaitée est incompatible avec l'activité économique de l'entreprise. Dans un organisme de sécurité sociale, je vous souhaite un bon courage. Voilà. Donc, la durée souhaitée est incompatible avec l'activité économique de l'entreprise. D'accord? Je rappelle quand même que pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que la retraite progressive, c'est la possibilité de cumuler une partie de sa retraite avec un revenu d'activité. Pour ceux qui ne savent pas, retraite de base et complémentaire. Voilà, donc l'activité économique de l'entreprise, en quoi c'est incompatible, on verra. Pour l'instant, on a relativement plus de recul sur la question. Voilà sur cet aspect retraite effectivement progressive. Alors, je vais profiter de l'occasion pour évoquer, donc dans la diapo suivante, finalement les dispositions conventionnelles, notamment concernant le protocole de 2022 relatif à l'aménagement des fins de carrière. Alors, soyons précis, je profite de cette occasion pour en parler, parce que je sais en plus qu'il y avait eu ce souhait-là de la part de certains participants. Ça ne concerne pas uniquement les personnes qui ont une retraite progressive. D'accord? Ça concerne effectivement l'aménagement des fins de carrière. Donc, vous enlevez de votre tête tout ce qui touche la retraite progressive. D'accord? Et j'insiste beaucoup sur ce protocole d'accord parce qu'il y a de nombreuses choses qui concernent l'aménagement des fins de carrière. Alors, je vais prendre quelques petits exemples. Par exemple, vous avez la monétisation du CET. Alors, retraite progressive ou pas, ce n'est pas le sujet, je répète. 3 mois avant la date de départ à la retraite, j'ai possibilité de demander à l'employeur la monétisation de mon CET dans la limite de 60 jours maximum. Je parle dans la limite de 60 jours maximum. Je rappelle que vous ne pouvez pas monétiser
les 27 jours de congés payés principaux. Vous savez, les fameux 24 plus 3 mobiles. Mais tout le reste, vous pouvez demander la monétisation d'un limite de 60 jours. Première disposition intéressante de cet accord que je vous vraiment conseille de regarder à nouveau. Deuxième disposition intéressante, il y en a de nombreuses, hein, c'est l'abondement du CET à hauteur de 20% des jours épargnés dans la limite de 10 jours. Alors, je rappelle qu'on a possibilité de demander à l'employeur d'avoir une réduction du temps de travail 3 ans avant l'âge légal du départ à la retraite. 3 ans avant l'âge légal du départ à la retraite dans la convention collective des organismes de sécurité sociale. D'accord? Donc, il y a une réduction du temps de travail et je prends sur mes jours de CET pour avoir cette réduction du temps de travail. D'accord? Je précise que l'employeur n'est pas obligé d'accepter. Ça, c'est vraiment important. Il n'y a aucune obligation, effectivement, d'accepter ce genre de choses. Alors, vous pouvez le faire 3 ans avant l'âge légal. Dès lors, effectivement, que vous pouvez bénéficier d'une retraite à taux plein, à la date d'utilisation du CET, vous avez possibilité d'avoir un abondement du nombre de jours de CET dans la limite de 10 jours. Donc, c'est un abondement de 20%. Alors, c'est très bien expliqué dans la circulaire. Vous prendrez effectivement l'exemple. Donc, je rappelle, c'est 3 ans avant l'âge légal de la retraite. Mais cet abondement, c'est que si je continue, bien sûr, à bénéficier du CET, alors que j'ai dépassé l'âge légal, effectivement, de la retraite pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Parce qu'il faut avoir bénéficié d'une retraite à taux plein. Deuxième disposition. Et enfin, troisième, sans vouloir multiplier, mais il y en a bien d'autres, c'est l'accompagnement des salariés en vue de leur démarche en vue de leur départ à la retraite. Par exemple, on doit proposer de manière systématique pour les salariés âgés de 55 ans et plus des réunions d'information organisées en collaboration avec les organismes de retraite. Là aussi, vraiment, c'est un rapide panorama. Nous, on développe des formations, par exemple, sur le sujet, qui sont effectivement assez nombreuses. Donc, on va beaucoup plus loin. Là, je vous donne vraiment des très grandes lignes. Il faut vraiment aller dans les détails. Je pourrais être vraiment beaucoup plus précis que cela. Je vous propose de continuer, maintenant qu'on a bien vu la retraite progressive. Maintenant, on va aborder certains sujets un peu plus rapidement. Donc, le premier sujet que je vous propose, c'est donc on va aborder tout ce qui est loi et décret de l'été 2023. Donc là, on va aborder plus précisément 3 sujets. Premièrement, la loi visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité. Cette loi date du 19 juillet 2023. On va aborder le décret du 12 septembre 2023 sur le congé d'adoption qui change pas mal de choses. Sur le congé d'adoption, vous allez voir, c'est très intéressant. Et enfin, on va prendre une mesure seulement de la loi du 7 juillet 2023 visant à favoriser l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausses couches. Voilà. Donc, on va prendre le premier sujet et la première loi que je ne vais pas répéter parce qu'elle est assez longue. Voilà. Donc, premièrement, je vais prendre les salariés dans cette loi sur la protection des enfants malades. Je vais d'abord aborder, si vous en êtes d'accord, tout ce qui concerne les salariés en congé de présence parentale. Je rappelle qu'on a possibilité de prendre un congé de présence parentale. C'est 360 jours si on a un enfant particulièrement malade. Bon, il y a certaines conditions sur lesquelles, effectivement, je vais pas rentrer. Donc, on a possibilité d'avoir 360 jours sur une période de 3 ans avec des possibilités, effectivement, de renouvellement. Il est interdit de rompre le contrat de travail d'un salarié en congé de présence parentale. Donc ça, c'est important. Quand vous avez un salarié qui est en congé de présence parentale, il est interdit effectivement de rompre effectivement son contrat de travail. Alors, quand je parle de congé de présence parentale, ça peut être cette fameuse période de 3 ans où il prend effectivement ces fameux 360 jours. Pour rappel, il faut qu'il ait un enfant de moins de 20 ans pour bénéficier de ce congé, atteint d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident d'une particulière gravité, je cite le texte, rendant indispensable la présence continue à ses côtés et des soins contraignants. Voilà. Donc, il y a quand même des exceptions à ce principe. C'est là aussi, ça va vous rappeler d'autres sujets, d'autres protections. Les 2 exceptions, c'est en cas de faute grave commise par le salarié, il pourrait y avoir un licenciement. Donc, vous savez, quand il prend ces 360 jours sur une période de 3 ans qui peut être renouvelée, je répète, ou alors en cas d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'état de santé de l'enfant concerné. D'accord? Donc, si vous avez, par exemple, un salarié, par exemple, dans le cas d'un licenciement économique, l'entreprise ferme, là, évidemment, on va rompre le contrat de travail et ça n'a absolument rien à voir de manière concrète avec la maladie de l'enfant. Voilà un petit peu par rapport aux salariés qui est en congé de présence parentale. Deuxième disposition de cette loi qui vise à protéger les familles.
Sylvain, si tu pouvais la positionner. Avec Merci plaisir. Sylvain. En cas de congé décès d'un enfant, donc là, il y a effectivement disons que le nombre de jours en cas de décès d'un enfant a été augmenté, hein, de manière effectivement importante, puisqu'il passe de 5 à 12 jours. Donc normalement, en cas de décès d'un enfant, j'ai le droit à un congé de 12 jours ouvrables. D'accord? On passe de 12 à 14 jours dans certains cas. Par exemple, si j'ai un enfant de moins de 25 ans, quel que soit l'âge de l'enfant, si l'enfant décédé était lui-même parent, donc par exemple, l'enfant décède et il a lui-même des filles ou des fils. Et enfin, en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans, qui n'est pas mon enfant, mais à ma charge effective. Donc je répète, ce congé passe à 12 jours, avec dans certains cas 14 jours. Voilà. Voilà. Congé pour la survenance d'un handicap d'un enfant, donc quand j'ai l'annonce de la survenue d'un handicap, pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique, ou d'un cancer chez mon enfant, je passe effectivement d'un congé qui passe maintenant de 2 à 5 jours ouvrables. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais effectivement vous dire sur effectivement ces questions. Alors le congé de présence parentale, c'est maximum effectivement 20 ans de l'enfant, hein, pour répondre effectivement à la question. Alors il y a d'autres conditions, hein, de revenus, d'allocation logement, hein, je vous laisse regarder dans la loi, hein, de tête, hein, parce que là, excusez-moi, si je me rappelle bien, il y a une notion d'âge bien sûr qui est de 20 ans. Il y a une notion aussi de revenu de l'enfant, 1 000 et quelques euros de revenus, hein, je n'ai plus le chiffre précis en tête. Et la troisième condition, c'est qu'il ne touche pas lui-même une allocation logement ou une allocation, voilà. Voilà, donc effectivement, il faut qu'il ait moins de 20 ans, hein, c'est 20 ans, non pas 16 ans. Voilà. Alors, on va maintenant aborder toujours sur cette troisième disposition de la loi, c'est que pour effectivement les salariés aidants, ce qui est important, c'est que si vous n'avez pas encore signé d'accord télétravail ou alors si vous n'avez pas encore fait de charte, ce qui est important, c'est bien mentionner le salarié aidant dans votre accord effectivement télétravail, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mis en place pour favoriser effectivement l'accès au télétravail d'un salarié aidant. Voilà, hein. Et puis, il doit y avoir un motif, une motivation de refus de télétravail. Alors, ce qui est intéressant, c'est bien sûr que lorsque j'ai une charte ou un accord, pour tout salarié à qui je refuse le télétravail, je dois bien sûr, dans ces cas-là, motiver, hein, qu'il soit aidant ou pas, ce n'est pas la problématique. Mais ce qui est encore plus intéressant pour le salarié aidant, c'est même en l'absence de charte, ou même en l'absence d'accord, hein, peut-être qu'autour du micro, vous avez des secteurs professionnels qui n'ont pas d'accord ou de charte en matière de télétravail. Sachez que dans tous les cas, même s'il n'y a pas d'accord de télétravail, vous devez motiver le refus d'un télétravail d'un salarié aidant. Donc, un, mention dans l'accord de télétravail, je répète, qu'est-ce qui est fait pour le favoriser? Et deux, motivation du refus de télétravail. Voilà pour le salarié effectivement aidant. Voilà. Ensuite, on va continuer sur les lois, hein, pour terminer par les 2 dernières lois, Sylvain, si on est d'accord. Donc, ensuite, on a la loi du 7 juillet 2023, donc vous voyez, c'est très récent, visant l'accompagnement psychologique des femmes victimes effectivement de fausses couches. Donc là, les 2 choses intéressantes et ça concerne, c'est qu'il y a plus de carence effectivement pour les indemnités journalières et autre chose qui est intéressante, c'est aucun employeur ne peut rompre et c'est là-dessus que je vais, davantage insister parce qu'on est plus dans le domaine effectivement du droit du travail en la matière, c'est qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié dans les 10 semaines suivant une interruption. Donc on trouve après les mêmes choses que le congé de présence parentale, hein, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat, bien sûr. Mais aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée dans les 10 semaines suivant une interruption spontanée de grossesse ayant lieu entre la 4e et la 21e semaine d'aménorrhée incluse. D'accord? Alors avant, ça existait en vertu des protections de la grossesse à partir de la 22e semaine. Maintenant, il y a une protection du salarié pendant l'interruption spontanée de grossesse entre la 14e et 21e semaine, hein, et dans les 10 semaines qui suivent, hein, comme par exemple le congé maternité, hein, c'est dans les 10 semaines, cette protection particulière du salarié qu'en congé maternité. Je rappelle que c'est dans les 10 semaines qui suivent le congé maternité, hein, ou dans les 10 semaines qui suivent les congés payés après le congé de maternité, hein, si jamais c'est pris en cumulé. Voilà. Bien, parfait. Donc on peut continuer peut-être, hein, sur d'autres effectivement sujets. Alors, si effectivement on est un accord, alors je ne sais pas ce qu'il y a dans votre accord, je ne sais pas d'où venez Anonymous, donc je ne sais pas d'où vous venez, donc je ne sais pas, donc dans ces cas-là, effectivement, c'est intéressant, vous disiez le secteur professionnel, hein, donc en général, bien sûr, il y a un avenant qui précise un peu les conditions de télétravail, hein, pour répondre clairement à votre question,
hein, en la matière. Voilà. Ensuite, on va maintenant aborder le troisième sujet, qui est le congé d'adoption. Je rappelle qu'il y a un congé de 3 jours qui est accordé aux salariés pour un enfant placé en vue de son adoption. Alors, la donne a un petit peu changé, parce que pour ce congé de 3 jours, d'accord, c'est pendant les 7 jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer. Donc, vous pouvez démarrer ce congé de 3 jours dans les 7 jours précédents, le jour de l'arrivée ou le premier jour ouvrable suivant cette arrivée. Hein, c'est la différence avec le congé paternité. Hein, il y a des petites différences avec le congé paternité d'accueil de l'enfant sur ce sujet. Je le rappelle, et ça c'est la grande nouveauté, c'est que la prise du congé d'adoption est dans les 8 mois qui suivent la date de l'arrivée de l'enfant au foyer. Avant, on parlait de délai raisonnable, maintenant le délai est fixé. Je prends ce congé d'adoption dans les 8 mois qui suivent la date de l'arrivée de l'enfant au foyer. Donc, je rappelle les durées du congé d'adoption, si effectivement ces questions vous intéressent. Je rappelle que ce congé d'adoption pour le premier ou deuxième enfant, c'est 16 semaines, hein, dans la loi, hein, je parle de la loi, 18 semaines à partir du troisième enfant, si jamais s'il est adopté par une personne seule, et s'il est adopté par 2 personnes, hein, par 2 parents, c'est 16 semaines plus 25 jours si jamais c'est le premier ou le deuxième enfant, et si c'est le troisième, c'est 18 semaines plus 25 jours, avec des délais différents en cas de, bien sûr, d'adoption de plusieurs enfants. Voilà, donc ça c'est la première chose. Là, c'est fixé. J'ai possibilité de prendre ce congé d'adoption de 16-10 semaines ou 16-18 semaines ou 16 semaines plus 25 jours en cas de répartition entre les parents dans les 8 mois qui suivent. Hein. Par contre, je dois prendre au moins une période de 25 jours. Je ne peux pas prendre moins de 25 jours. Alors, autre possibilité qui est offerte, qui n'existait pas avant, donc avant, il y avait la répartition entre les parents qui était possible, mais ce qui est nouveau, c'est que vous pouvez fractionner ce congé. Hein, donc, comme je le disais, avec 25 jours minimum. Voilà sur le congé d'adoption, et j'en ai terminé Alors, avec le congé Arnaud, je d'adoption. crois qu'on avait quelques questions tout à l'heure. Peut-être on est allé un peu vite. On va peut-être rebalayer. Alors, j'ai répondu effectivement. Ah non, il y a une question auquel je n'ai pas répondu, pardon. Alors, je réponds clairement effectivement à Anonymous. Pouvez-vous confirmer que la mesure relative à la prise en charge des cotisations à taux plein n'est pas forcément de droit pour les salariés bénéficiaires d'une retraite progressive? Je confirme. Je confirme complètement cela. Alors, je parle bien sûr pour les personnes qui sont dans le régime général. Hein. Je ne connais pas toutes les conventions collectives par cœur, mais je parle effectivement des personnes qui sont dans le régime général. Alors, je vais en profiter pour répondre plus précisément à votre question. Parce que, alors, on peut être en retraite progressive et bénéficier d'une prise en charge des cotisations patronales et salariales, hein, ou pas. Hein. Donc, je parle des personnes à temps partiel. Pour être plus précis, la prise en charge des cotisations de retraite de salariés à temps partiel calculée sur la base d'un temps plein. D'accord? C'est l'article 3, effectivement, de ce protocole d'accord de février 2022 qui le prévoit. Il faut plusieurs conditions. Très précisément, il faut 3 conditions. Premièrement, il faut que j'ai droit à une retraite à taux plein au régime de base. Je rappelle, ce n'est pas forcément le cas d'une personne en retraite progressive, ça peut, mais comme c'est 2 ans avant l'âge légal, il n'a pas forcément droit à une retraite à taux plein. Premièrement, il faut que cette autorisation de temps partiel ou forfait réduit soit à 3/5, d'accord? Et troisièmement, c'est hors cadre dirigeant. D'accord? Donc ce n'est pas forcément le cas, effectivement, d'un salarié en retraite progressive. Tout dépend comment est faite sa retraite progressive. D'accord? Voilà, donc oui, je confirme complètement. Voilà, on peut continuer. On peut continuer. Alors, allons-y. On va passer un petit jeu interactif. On va vous demander d'exprimer en 3 mots maximum qu'est-ce que vous connaissez, qu'est-ce que vous savez du projet de loi plein emploi. Alors, je vais vous partager un petit sondage dont vous pouvez répondre en rentrant, en saisissant les mots qui vous viennent à l'esprit afin d'exprimer ce que vous connaissez du projet de loi plein emploi. Quelques petites secondes. Voilà, il y a quelques réponses qui arrivent. Arnaud, je ne sais pas si tu vois les résultats. Ouais, plein emploi, chômage, France Travail, super. Voilà, France Travail, RSA, Allez-y, obligation hein. d'activité. Waouh, c'est tout à fait cela. C'est tout à fait cela. L'obligation d'activité, elle a beaucoup évolué. Hein. Pour avoir suivi pas mal de projets de loi, elle a pas mal évolué. Et ça, j'y reviendrai si c'est des questions qui vous intéressent, bien sûr. Donc, le mur de mots, c'est off. Grand chose. Chômage, obligation, activité, travailleurs handicapés, très bien. Ça porte notamment sur le handicap, ça porte sur France Compétences, très très bien.
Il y a beaucoup de choses qui existent, effectivement. Voilà, effectivement. Parfait, c'est déjà pas mal. Hein. Vous voyez les résultats dans Ouais. le petit espace à droite de votre écran. Normalement, vous voyez le mur de mots qui s'affiche. Alors Arnaud, qu'est-ce qu'on peut en dire Alors, du coup? déjà, ce que je peux dire, et je vais aborder ces questions-là, tant concernant l'attractivité, concernant la compétence handicap, concernant un certain nombre de choses, pas de problème. La seule chose, c'est où on en est sur le dispositif législatif. Alors là, on en est. Je vais être très précis, puisque le 14 novembre, pour être très précis, le projet de loi de plein emploi a été adopté par le Parlement. Hein, il y a une commission mixte paritaire. Vous savez qu'une commission mixte paritaire, il y a des sénateurs, des députés, se sont mis d'accord et c'était adopté par le Parlement. Donc ce projet de loi, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était un avant-projet de loi, maintenant c'est un projet de loi, a été adopté. Mais le processus législatif n'est pas terminé. Parce que vous savez que quand une loi est votée par l'Assemblée nationale et le Sénat, vous pouvez ce qu'on appelle avoir un recours contre cette loi. Et 60 députés ou sénateurs peuvent très bien recourir au Conseil constitutionnel qui peut annuler une partie effectivement des dispositions de la loi. Donc tout ce que je vais vous dire est au conditionnel. C'est-à-dire, je ne sais pas si le Conseil constitutionnel va annuler ou pas des dispositions effectivement de cette loi plein emploi. Hein, donc c'est vraiment du conditionnel. Donc je m'exprimerai totalement au conditionnel. Voilà. Alors c'est parti. Hein, sur effectivement les dispositions. Donc la première chose, effectivement, si jamais, bien sûr, la loi n'est pas censurée par le Conseil constitutionnel, c'est qu'on va avoir. Alors, il y a deux choses qui me paraissent intéressantes, hein, qui me paraissent vraiment extrêmement intéressantes par rapport à France Travail. Premièrement, intéressante au sens avoir de l'intérêt, hein, je ne m'exprime pas effectivement sur le fond, bien sûr, vous l'avez compris. La première chose, effectivement, qui est importante, c'est qu'il va continuer à y avoir des missions locales. Il va continuer à y avoir pour les personnes porteuses de handicap, les Cap emploi. Il va continuer à y avoir effectivement un organisme de placement. Hein. Mais l'idée, effectivement, c'est qu'il n'y a pas une révolution du paysage des acteurs, mais l'idée, effectivement, c'est d'avoir une coordination entre les différents acteurs. Donc, c'est la première chose, la mise en place d'un réseau. Deuxième chose, effectivement, donc dans ce réseau pour l'emploi, il y aura énormément de personnes, de membres de droit. Il y aura les missions locales, il y aura le nouvel organisme qui va remplacer Pôle emploi, qui s'appelle France Travail. Il y aura des organismes de placement spécialisés, il y aura aussi les CAF et les CMSA, etc. Donc, pas mal d'acteurs. Deuxième chose par rapport à sa mise en place au 1er janvier 2004, c'est que Pôle emploi va 24. disparaître. 24, oui, 2024, évidemment. Si le Pôle emploi va disparaître, hein, et va devenir France Travail. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est une chose qui est importante, c'est que Pôle emploi devrait disparaître et devenir effectivement France Travail. D'accord? Avec une organisation bien sûr spécifique, avec des instances de gouvernance, avec un comité territorial pour l'emploi, avec énormément de choses totalement différentes, et avec une charte de coopération, bien sûr, entre les différents acteurs. Alors maintenant, je vais plus m'intéresser à ce qui va changer pour vous, finalement, des choses qui pourraient plus vous intéresser. Donc, est-ce que tu pourrais passer la diapo suivante, s'il te plaît, parce que sur laquelle il y a eu pas mal de polémiques, d'accord. Alors, la première chose qui me paraît importante, c'est qu'il y a l'adoption d'un principe d'inscription généralisé. Hein, c'est important. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront automatiquement inscrits, pour être le plus concret possible, sur la liste des demandeurs d'emploi. Il y a des personnes qui seront automatiquement inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. Outre, bien sûr, les personnes inscrites à Pôle emploi qui le désirent, il y aurait aussi les bénéficiaires du RSA qui seraient automatiquement inscrits. Hein. Hormis ceux, bien sûr, qui peuvent bénéficier d'une retraite à taux plein, évidemment. Hein. Les jeunes sollicitant un accompagnement aussi par les missions locales, dès lors qu'ils recherchent un emploi. Et bien sûr aussi, toute personne en situation de handicap qui sollicite un accompagnement, par exemple, par effectivement Cap emploi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, alors c'est là-dessus aussi que ça variait tous les jours, c'est sur la période minimale d'activité. Alors là, il y a eu de nombreux débats là-dessus. Et si jamais, bien sûr, la loi n'est pas censurée par le Conseil constitutionnel, chaque personne concernée aurait 15 heures d'activité, quel que soit son statut. Demandeur d'emploi, bénéficiaire du RSA. Hein, je dis que j'ai la loi à côté de moi qui a été donc votée par l'Assemblée nationale. Hein. D'accord? Donc c'est 15 heures, donc il y aura une durée d'activité de 15 heures. Alors attention, contrairement à ce qu'on a pu entendre, hein, dans ces 15 heures, ça peut être des actions d'accompagnement, des actions d'appui ou des actions de formation.
D'accord? Et attention, il y aura aussi des exceptions à cette activité de 15 heures. C'est là-dessus que ça a beaucoup discuté effectivement par rapport à ça. Par exemple, il pourrait y avoir une réduction de cette durée d'activité de 15 heures. Je cite la loi: «Cette durée de 15 heures pourrait être réduite sans pouvoir être nulle pour des raisons liées à la situation individuelle de l'intéressé et au vu du diagnostic global réalisé», parce qu'il y aura un diagnostic global préalable. Voilà. Et bien sûr, il y aura une rénovation, du régime effectivement de sanctions. Donc on va signer bien sûr ce qu'on appelle un CER, hein, donc une convention directement, ça s'appelle plus précisément un contrat d'engagement réciproque et il y aura des sanctions, par exemple, en cas de non-respect du contrat d'engagement réciproque, hein. Ou par exemple, hein, je prends un exemple, si vous refusez à 2 reprises, je lis la loi, hein, et sans motif légitime une offre raisonnable d'emploi, il y aura une radiation, une suppression du revenu de remplacement, de l'allocation, hein, donc il y aura un système de sanctions. Alors ça, c'est intéressant, mais là où je voulais aller un peu plus loin, c'est vraiment sur les personnes, personnes porteuses de handicap. Ça me paraît vraiment important pour vous parce que ça va vous impacter pour les collègues qui sont effectivement d'un service RH. Bon, déjà, bon, là, il y a un accompagnement adapté, il y aura des référents uniques, hein. Les 2 ou 3 choses qui me paraissent importantes, c'est d'abord la portabilité des équipements. Alors ça va être intéressant pour vous parce que ça a certains coûts, hein, cette portabilité des équipements et je cite: «Dans des conditions qui sont précisées par décret, si aussi cette disposition n'est pas censurée», vous voyez, je suis très prudent, «vous aurez une portabilité des équipements, de la compensation du handicap». D'accord? Donc je prends un exemple pour être le plus concret possible. La personne porteuse de handicap passe d'une entreprise A à une entreprise B, d'accord? Il y aura une convention qui sera signée et le salarié en porteur de handicap pourra conserver ses équipements, hein, pour être très précis. Autre chose effectivement qui me paraît intéressante, c'est qu'il va y avoir, je cite le ministère, un sac à dos numérique, hein. Alors c'est quoi le sac à dos numérique? C'est-à-dire qu'il s'agit d'un système d'information national, d'accord, dont bénéficiera chaque personne en situation de handicap, d'accord, et qui l'accompagnera tout au long de sa vie professionnelle. D'accord? Donc ça sera adossé au CPF et il y aura indication finalement des aménagements mis en place. C'est-à-dire qu'en tant qu'employeur, par exemple, vous aurez possibilité sur cet outil qui sera adossé au CPF d'indiquer un certain nombre d'aménagements qui ont été mis en place. Ça suivra la personne, c'est quelque chose comme d'assez, voilà, qui pourrait être pratique. Voilà. Et enfin, plus de délai carence entre contrat de mission de tout ce qui est établissement, hein, des EATT et embauche en CDD par l'entreprise utilisatrice. C'est que parfois, ben, vous faites appel effectivement à des entreprises temporaires, hein, ces entreprises temporaires, EATT, d'accord, ces entreprises adaptées de travail temporaire, hein, pour être très précis. Et il n'y aura pas effectivement de carence entre les deux, hein, parce qu'actuellement, il y a des carences, par exemple, en cas d'accroissement temporaire d'activité, mais uniquement, bien sûr, pour les travailleurs handicapés. Là aussi, je parle au conditionnel, parce que je ne sais pas si la loi, effectivement, va être votée. Voilà un petit peu ce que enfin, va être votée, va être publiée voilà. Alors l'équipement du salarié, est-ce qu'il est financé par l'employeur ou la GFIP, hein? C'est une question que j'ai. Bah, si vous voulez, il est déjà financé, puisqu'on est sur une portabilité de l'équipement. Donc au départ, il a pu être financé soit par la GFIP, soit si la GFIP n'a pas tout pris en charge, par l'employeur. D'accord? Donc ça sera ce matériel qui pourra suivre la personne dans des conditions définies par décret. Et là, il y aura un système de convention par rapport au coût, évidemment. Voilà. Hein, je ne sais pas si j'étais clair, donc il y a une entreprise A où il y avait un matériel adapté, par exemple un très grand écran, hein, vraiment un immense écran tout à fait adapté. La personne va travailler de l'entreprise A à l'entreprise B, et ben, il pourra conserver cet écran. Alors cet écran a pu être financé par la GFIP ou pas, hein, voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Ensuite il nous reste quelques minutes. Voilà Sylvain, si tu veux bien continuer. Alors, je vous rappelle que, alors, on a décidé de continuer cette formule. Alors, si ça vous intéresse toujours, hein, s'il y a toujours des inscrits, hein, en 2024. Donc, vous avez déjà les dates 2024. C'est le 21 mars, c'est le 20 juin, c'est Le 21 novembre. et le 21 novembre, hein. Donc là, Dès effectivement, jeudi, dès jeudi, on va vous de toute façon, dès que le lien d'inscription sera disponible, hein, très rapidement, on vous enverra un emailing, hein, à chacun des participants d'aujourd'hui pour que vous puissiez d'ores et déjà réserver vos dates et les prévoir dans vos agendas. Donc, Et il y on va aura faire des ça. et je vous rappelle aussi qu'on peut toujours intervenir dans les organismes. On a de nombreux effectivement, on a de nombreux organismes qui font appel à nous par exemple pour ce qu'on appelle des offres sur mesure, hein. Il y a une offre nationale qui existe, mais il y a aussi des offres sur mesure, effectivement, et ça vous pouvez faire à nous sur des thèmes très spécifiques, hein. Moi je vraiment, ça peut être vraiment, on est complètement à votre disposition, par rapport à ça et on sera ravis de vous revoir par rapport à ça, hein. Je vous rappelle que vous avez vos RTC qui sont là, et qui peuvent tout à fait vous épauler par rapport à ces offres sur mesure.
Et vous pouvez, dans l'évaluation qu'on va vous proposer Ouais, de compléter à l'issue de ce complètement. rendez-vous du droit du travail, exprimer les attentes que vous avez, hein, que ce soit sur la forme ou sur les sujets que vous souhaiteriez voir abordés. Ça nous aide, nous, à préparer et à répondre au mieux à vos attentes. Par exemple, je suis revenu sur la retraite progressive parce que je sentais que les personnes voulaient que je revienne. Voilà, c'est sûr. Voilà, on peut continuer, Sylvain. Moi, j'ai voilà. Alors, les échanges, je crois que je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à celles qu'on a pu voir tout au fil de ce rendez-vous. Je ne pense pas, Arnaud, je ne pense pas qu'on en ait Non, oublié. On va vous demander, comme on vous le disait, de compléter. On y tient beaucoup, hein, c'est 2 minutes, mais ça nous aide beaucoup déjà nous à nous améliorer, puis à savoir ce que vous pensez de ces rendez-vous qui sont, comme le disait Élodie tout à l'heure en introduction, toujours gratuits. Donc c'est une offre de service gratuite que l'on vous propose. Donc le lien, Mathilde vous l'a mis, je crois, dans la conversation. Donc vous allez pouvoir le compléter. Puis vous allez recevoir un petit mailing tout à l'heure qui vous permettra aussi de retrouver ce lien d'évaluation. Prenez quelques minutes, c'est vraiment important pour nous. ouais. Et je voulais insister, je ne suis pas sûr qu'Élodie soit toujours parmi nous, mais sur le webinaire Grand Témoin qui a lieu le jeudi 30 novembre, donc de 16h à 17h30, numéro 2. Nous avions organisé le 16 mars dernier un premier événement consacré à la 5e branche. Cette fois-ci, nous allons aborder la thématique du handicap psychique et de l'emploi. Donc, c'est un événement important. Nous serons entourés de Marjorie Lejoin, coordonnatrice d'IPSI, de l'UGICAM Hauts-de-France, de Roselyne Tourade et Michel Girard de l'UNAFAM, Grégory William de la CEPAM des Flandres, et il y aura des interventions aussi de l'UCANS et de la CNAM au cours de cet événement. Donc, on vous attend très nombreux. Mathilde vous a mis le lien d'inscription. Il y a déjà beaucoup de monde inscrit, hein. On frôle les 300 participants. Donc, il y a de la place, n'hésitez pas et ça sera un moment très très fort dans le cadre de la semaine pour le handicap. L'Institut Cadis donc, organise cet événement, ce temps fort de l'année. Et puis, en fin d'année, dernier webinaire de la saison 2023 sur la thématique du management RH, hein. Vous savez qu'on a aussi une collection de webinaires sur cette thématique management RH. Le dernier temps fort de l'année sera consacré au Flex Office, comment accompagner les nouvelles organisations du travail, 12 décembre, avec un horaire un peu particulier, 14h30, 15h30. Et donc, c'est Vincent Paré, directeur adjoint des ressources de l'URSSAF Languedoc-Roussillon, qui animera aux côtés de Pascal Sylvestre Baron ce webinaire. Il nous partagera son expérience, hein, puisque l'URSSAF Roussillon a été précurseur en la matière. Et voilà, ça sera un moment important aussi de l'année. Donc, les inscriptions sont ouvertes. Mathilde vous a mis les liens qui vont bien dans le fil de discussion. Voilà, on vous attend nombreux. Et s'il n'y a pas d'autres questions complémentaires, on va pouvoir conclure, Arnaud, en se disant donc rendez-vous au mois de mars pour Au mois de le mars, numéro bon, il est un 4. peu tôt pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, mais ça approche. Voilà. Voilà. Mais écoutez, ravi en tout cas d'avoir été avec vous et je reste vraiment à votre service. À bientôt. Au revoir. Au revoir.